quelques minutes. Donc, bienvenue à ce nouveau webinaire sur la cybersécurité. Chez SC Digital, ce mois est dédié à la cybersécurité. Donc, tout au long de ce mois d'octobre, nous aurons des thématiques autour de la cybersécurité, de la protection des données. Et ce vendredi fait office de notre premier sujet sur les antivirus obsolètes ou indispensables. Je m'appelle Carmel Bissoué, je suis le responsable marketing Afrique centrale chez SC Digital. Et je suis très ravi de vous accueillir aujourd'hui dans ce webinaire. Donc, avant de commencer, une brève présentation de ST Digital. Donc, ST Digital pour Solutions de Transformation Digitale est une entreprise panafricaine qui est spécialisée dans la transformation digitale avec une offre de services complète qui va de la cybersécurité en passant par le développement d'applications métiers, le travail collaboratif, la formation ou encore les services cloud. Donc, nous nous engageons à aider nos clients à naviguer dans l'ère numérique en offrant des solutions qui répondent aux besoins de sécurité. Nous en parlerons tout à l'heure, mais aussi de fiabilité et bien sûr d'innovation. Donc, pour revenir à notre sujet de cet après-midi, donc nous allons aborder un aspect essentiel pour toutes les entreprises, je pense, qui est qui est celui de la pertinence des antivirus à l'aide des cybermenaces modernes. Donc, avec cette évolution rapide des technologies qu'on observe aujourd'hui et l'augmentation des attaques informatiques, il est crucial aujourd'hui de s'interroger sur l'efficacité des solutions traditionnelles et d'explorer des alternatives. Donc, au cours de ce webinaire, notre consultant, Jean-Paul Pereira, qui va animer ce webinaire, partagera avec nous des informations qui, ma foi, je pense, seront précieuses sur l'état actuel, par exemple, des menaces informatiques, les limites des antivirus traditionnels et comment des solutions endpoint peuvent renforcer la sécurité de vos postes de travail. Donc, nous aurons également une session de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation dans le chat. Le consultant y reviendra à la fin de sa présentation. Donc, je vous remercie encore d'être là cet après-midi et je vais laisser la parole à Jean-Paul qui va nous entretenir cet après-midi. Jean-Paul, tu as la parole. Allô, bonsoir à tous. Merci, Carmel. Carmel, c'est bon? Vous me recevez, j'espère. Oui, on t'entend très bien. OK, OK. Donc, bonsoir à tous. C'est Jean-Paul Pereira à l'appareil. Et c'est un plaisir pour moi de vous avoir tous connectés pour notre sujet du jour. Donc, notre webinaire du jour se pose sur le sujet antivirus obsolète ou indispensable. Comment renforcer la sécurité des postes de travail avec des solutions endpoint, à savoir des solutions EDR. Donc, au cours de notre présentation, nous allons aborder les thématiques liées aux enjeux d'une bonne protection. Un instant. Nous parlerons brièvement de ce que c'est que des antivirus, quelles sont les nouvelles menaces qui sont émergentes ou qui sont déjà établies sur le paysage de la cybercriminalité actuellement. Nous parlerons des solutions endpoint qui existent actuellement aujourd'hui pour renforcer un peu notre posture de sécurité. Et on verra un peu comment s'adapter avec ce que nous avons déjà pour faire la transition vers les nouvelles solutions adaptées aux normes actuelles. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Je vais commencer ma présentation en vous montrant un nuage de mots, de quelques mots qui interloquaient et qui continuent à interloquer aujourd'hui. Donc déjà sur la slide-ci, vous voyez des mots qui vous parlent, d'autres non. Donc on voit, ce qu'on voit premièrement, c'est le mot virus. Le mot virus parle à presque tout le monde.
Donc, quand on entend virus, on ne ressent rien de bon parce qu'un virus, c'est un programme qui est là, qui a été créé pour nous faire du mal. Ça, c'est la définition euh, littérale du mot virus. Donc, quels sont les autres mots qui nous parlent? On peut voir peut-être infection, on peut voir hacker, on peut voir malware, on peut voir détection, on peut voir infecté. Donc, tous ces mots ne font pas seulement très, ou bien ne font pas seulement le lien dans des termes informatiques. Donc, quand on voit que quelqu'un est malade, soit c'est un virus, soit c'est une pathologie héréditaire, quelque chose qui le rend alité, qui l'empêche de fonctionner. Donc, on a eu des chocs dans les années précédentes parce que les virus biologiques, cette fois-ci, nous ont empêchés. Je fais référence au COVID-19. Donc, dans le domaine informatique, il y a des mots qui font que on craint. Quand on perçoit des mots, on s'interloque tout le mot précis. Donc, quels sont les types de menaces historiques des appareils? En termes de posture de sécurité, nos outils de travail principaux, ce sont les ordinateurs de bureau, nos ordinateurs portables. Donc, nous avons des tas de menaces qui font que nous ne sommes pas à l'aise ou bien nous ne sommes pas sereins tant que nous ne nous savons pas en sécurité de ces types de mots. Donc, on a des menaces classiques comme les virus de ransomware. C'est des virus qui, en français, des rançongiciels. Le mot l'indique. C'est un logiciel qui vous demande des rançons après avoir bloqué votre activité. Donc, vous avez ce qu'on appelle des spyware. Des spyware en français, ça veut dire des logiciels espions qui, qui espionnent ce que vous êtes en train de faire à la découverte des informations exploitées contre vous. Vous avez des informations, des virus qu'on peut qualifier de keylogger. Des keyloggers, c'est des logiciels qui sont là, qui écoutent un peu ce que vous tapez sur le clavier pour patienter, même si c'est 1 an, 2 ans, jusqu'à découvrir vos mots de passe que vous utilisez dans vos différentes activités. Donc, vous avez tout un tas de mots qui vous parlent, qui parlent à certains, à d'autres non. Donc, jusqu'ici, ces mots sont les raisons principales qui font que les notions de sécurité primaire que nous avions euh, chaque entreprise naissante ou pas, ou établie, se devait d'avoir de quoi se protéger contre ces maux. Donc, de là est né ce qu'on appelle les antivirus. Un antivirus, c'est quoi? C'est tout simplement un logiciel qui est conçu pour protéger les ordinateurs, que ce soit juste les ordinateurs, les réseaux, bien d'autres appareils contre les logiciels malveillants que nous venons de voir. Donc, que ce soit les rançongiciels, les logiciels espions, les logiciels malveillants qui paralysent les activités. Un antivirus, c'est un logiciel qui contre ces programmes malveillants-là. Donc, un antivirus peut être utile pour plusieurs types d'activités. Donc, les antivirus sont créés d'abord selon une base de détection de signature. Leur but, leur utilité de base, c'est de détecter un peu la signature de chaque application, chaque logiciel que vous déroulez, que vous exécutez sur vos différents ordinateurs. Donc, il faut savoir que tout programme ou tout logiciel que vous exécutez, que vous lancez sur une machine aujourd'hui, il a un code propre à lui. Il a une signature sur Internet, il a une signature dans les référentiels mondiaux des applications déployées. Et donc, les antivirus sont des programmes qui ont des bases de données, chacun à leur échelle, enrichies, mises à jour continuellement, et qui savent, ils ont une liste de logiciels qui sont dits légitimes. Donc, même les logiciels qui ne correspondent pas à ces bases-là ont des signatures propres à eux. Donc, même les logiciels malveillants ont des signatures. Donc, les antivirus ont pour but de détecter les causes, euh, c'est comme un peu les cartes d'identité de ces logiciels-là. Et dès qu'une signature malveillante est détectée, elle a pour but d'alerter l'utilisateur de l'ordinateur ou de la ressource protégée de l'existence d'une telle menace. Donc, leur deuxième utilité, c'est de faire des détections heuristiques. Heuristique, ça vient du latin qui désigne comportement. Donc, les antivirus sont des programmes qui suivent un peu le comportement des logiciels qui se déroulent sur vos différents ordinateurs, sur vos différentes machines. Donc, elles sont là pour chercher des architectures suspectes. Donc, les ordinateurs
ont tous des programmes qui ont des buts spécifiques. Donc, si un programme qui initialement est annoncé comme un programme qui va sur Internet, sur un site spécifique pour vous donner une information particulière, et il fait tout autre, il passe par un autre chemin pour y aller, l'antivirus a pour but de vous signaler ce comportement qui est noté entre griffes suspectes que vous devez peut-être investiguer pour voir si c'est un vrai positif ou c'est un faux positif. Donc, la deuxième utilité des antivirus, c'est de détecter les comportements des logiciels euh, s'exécutant sur vos différentes machines. Donc, la troisième utilité, c'est de vous faire des analyses du cloud et du sandbox. Un sandbox, c'est quoi? Comme le nom l'indique, c'est un bac à sable. Les antivirus, dans leur version complète, ont pour utilité principale d'exécuter les applications que vous voulez lancer dans un environnement sécurisé qu'il appelle des sandbox, des bacs à sable. Donc, ces antivirus-là, vous téléchargez peut-être une application sur Internet, sur Google. L'antivirus va d'abord vous proposer, ou peut-être même vous forcer, selon un peu comment vous l'avez configuré, de s'exécuter dans un environnement qui n'est pas lié à tous vos différents applications, systèmes ou vos différents fichiers. Donc, il exécute d'abord cette application dans cet environnement-là et il voit un peu comment il se comporte. Est-ce qu'il essaie de prendre des ressources autre que ce qu'il avait annoncé dans ces fiches de référence-là. Donc, ça, c'est la troisième utilité d'un antivirus. La dernière utilité d'un antivirus, c'est de vous aider en ce qui concerne la prévention des instructions dites HIPS. Donc, les instructions HIPS, ça veut dire quoi? Host Intrusion Prevention System. Donc, le HIPS, ça suivait l'activité au sein d'un seul système autre pour détecter les modifications et les comportements. Donc, vous voyez que toutes ces fonctions sont des fonctions qui sont compatibles, qui marchent de pair pour détecter un peu les signatures de ces applications-là et voir s'ils font exactement ce qu'ils ont annoncé faire. Et dans le cas où ils ne répondent pas à ces exigences-là, ces antivirus ont pour fonction de vous bloquer un peu le déroulement ou bien le fonctionnement de ces logiciels-là, ou soit du moins de vous alerter et de vous tenir informé pour toute action utile. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'on appelle un antivirus, un logiciel pour résumer, qui est là pour empêcher les logiciels malveillants de s'exécuter et d'agir à mauvais escient sur vos différentes ressources. Donc, quels sont les antivirus les plus populaires? Donc, vous voyez déjà un nuage de mots également qui vous parle. Donc, les antivirus les plus populaires ces dernières années et les plus populaires ou bien les plus adoptés à grande échelle. Donc, vous avez aujourd'hui le plus populaire, le plus utilisé, je vais dire, du moins, pas seulement en Afrique, mais au monde, c'est le Total Antivirus. Donc, le Total AV, c'est un antivirus très répandu, mais à côté, vous avez des antivirus comme Panda, comme Trend Micro, comme Norton. Norton, c'est des antivirus qui sont beaucoup plus connus de par leur campagne marketing qu'ils ont fait à grande échelle pour donner des essais gratuits, surtout dans la sous-région africaine. Mais pour ces applications-là, les plus répandues sont dans la sous-région. Quand on parle d'antivirus, ce qui nous parle premièrement, c'est peut-être Kaspersky ou soit McAfee. Donc, ces deux géants de la protection des appareils sont les antivirus les plus adoptés dans l'écosystème des entreprises de la sous-région. Donc, à côté, vous avez des géants également comme Symantec, des mots que vous connaissez, qui vous sont familiers et qui vous rassurent ne serait-ce qu'à les entendre. Donc, j'ai laissé exprès au milieu le Windows Defender parce que beaucoup ne considèrent pas le Windows Defender comme un antivirus à part entière parce qu'ils ne voient pas un peu les logos, les notifications, comment est-ce que les autres concurrents y ont travaillé. Donc, Microsoft, ces 17 dernières années, Windows Defender, c'est notre meilleur produit que Microsoft a créé pour la protection des postes parce que le système d'exploitation le plus utilisé aujourd'hui dans le monde, c'est les systèmes d'exploitation Windows et il ne peut pas laisser les systèmes d'exploitation sans protection. Donc, le Windows Defender, même si non évoqué, est un antivirus qui concurrence un peu les autres et qui est le plus utilisé, donc qui est aussi très utilisé. Donc, même si Kaspersky, McAfee et Symantec sont les géants actuellement, du moins dans la sous-région, le Windows Defender est d'une mention honorable.
Donc, toutes ces applications que vous venez de voir sont des mots qui vous rassurent et qui vous disent, OK, une fois qu'on a installé ça sur peut-être 100% de nos postes ou 80% de nos postes, on répond déjà à la crainte un peu que nous instaurent les mots que nous avons vus liés un peu aux frayeurs de cybermenaces, de cybercriminalité qui existent. Mais vous voyez que je retourne un peu en arrière. Ces mots sont des mots qui vous parlent bien. Donc, vous avez les spyware, vous avez les virus, vous avez les phishing. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est en termes de ce qui se passe dans la sous-région, en termes de cybersécurité, ces mots ne sont plus seulement les seuls mots à craindre dans le monde. Mais avant d'arriver aux nouveaux mots qui instaurent la peur un peu dans nos différentes entreprises, dans nos différentes fonctions, dans nos différents secteurs d'activité, voyons un peu quelques chiffres sur la cybersécurité en Afrique. Donc, selon les résultats de l'enquête PYC en mars 2021 d'un magazine qui est en charge de la cybersécurité en Afrique, Cyber Security Mark, voilà quelques chiffres que je peux vous montrer. Donc, à l'échelle du continent, il y a eu plus de cybercrimes estimés à 1,37 milliard d'euros pour une population globale de 23%, par exemple, selon Afrique la Tribune. Donc, un autre chiffre, en 2020, il y a eu des vols de données chez Bolloré Transport Logistique en Congo à travers des ransomware, les rançongiciels. Donc, les attaques qui se passent où on vous crypte vos données, on bloque les données. Et pour pouvoir avoir accès à ces données qui vous sont très importantes, vous devez payer une rançon. Et rien ne vous indique que vous saurez même à retrouver les données après avoir payé la rançon. Donc, du coup, c'est un scénario perdant-perdant. Rien ne vous garantit que vous allez récupérer vos données. Et même si vous récupérez la donnée, rien ne vous garantit que dans cette même période de temps, il ne va pas vous empêcher encore, vu qu'il est déjà passé une fois, il peut recommencer. Donc, vous avez tout un tas de chiffres, je vous laisserai lire à votre rythme, qui indique un peu des indicateurs sur un peu le paysage actuel, les risques qui sont en train d'émerger, les menaces. Donc, vous voyez un peu ce que vous êtes en train de lire, que toutes ces informations, il y a peut-être, si je m'attarde sur le chiffre de 2019, l'accès frauduleux au système de la BCA ou pas en Côte d'Ivoire pour émission des transferts frauduleux d'argent pour un total de 237 millions. Donc, nous ne parlons pas là de virus, de spyware, de malware. Ça va un peu plus large que ça. Donc, je vais vous montrer à nouveau un nuage de mots. Aujourd'hui, voici un peu ce qui interloque la masse, la population. Donc, on a de nouvelles notions en termes de cybersécurité qui font que on doit élargir un peu les perspectives de protection en entreprise. Donc, aujourd'hui, on parle des informations à rendre privées, à renforcer la confidentialité des informations. On parle de sûreté sur Internet, on parle de cyberespionnage, on parle de cyberharcèlement, on parle de terrorisme, on parle de toutes ces notions, tous ces mots que vous êtes en train d'apercevoir. Et vous voyez que les autres antivirus que nous avons classiquement euh, sont créés euh, en n'étant pas basés sur ces nouvelles notions. Donc, en termes de menaces, en termes de menaces de cybersécurité émergentes, on peut rassembler en catégories principales, bien sûr, les ransomware, qui sont des menaces qui étaient là depuis le jour 1 et qui demeurent les menaces les plus courantes. Parce que le business le plus lucratif pour un attaquant malveillant, c'est de vous faire payer quelque chose pour retrouver une donnée qui vous est le plus indispensable pour votre fonctionnement. Donc, les ransomware, bien sûr, demeurent les menaces les plus urgentes aujourd'hui, mais les techniques de ransomware sont de plus en plus évolutives. Donc, la manière dont un attaquant pouvait vous attaquer en 2002, 2003, 2014 même, ce n'est pas la même que les manières de se protéger, que les manières de vous attaquer aujourd'hui. Donc, vous avez également les menaces contre l'accessibilité, les dénis de service. C'est toute menace qui vous empêche de travailler aujourd'hui. Donc, vous venez, si vous avez l'habitude de vous connecter à un site d'entreprise qui est peut-être disponible en extérieur ou en intérieur, la menace contre l'accessibilité, le déni de service, il bloque un peu l'accès à cette interface, vous paralysant peut-être temporairement ou définitivement sur une période donnée, ce qui fait que vous n'allez pas générer vos chiffres habituels.
Donc, il y a des menaces contre l'accessibilité à Internet. Donc, vous avez bien sûr des hébergements diversifiés, des accès chez vos contrôleurs, chez vos fournisseurs à accès Internet. Donc, vous avez des menaces qui vous empêchent d'avoir accès à Internet pour travailler. Donc, les menaces, on peut encore citer la désinformation, la mésinformation. Donc, peut-être vous aviez l'habitude d'accéder à un site web pour récolter des informations. Peut-être vous êtes dans le secteur du journalisme. Donc, vous preniez vos sources peut-être quelque part. Je prends par exemple, vous vous renseignez peut-être chez Forbes ou bien vous vous renseignez peut-être chez New York Times. Vous avez des menaces qui vont simuler un peu ces sites que vous avez l'habitude de faire confiance pour vous renseigner. Donc, ils vous donnent des mauvaises informations, vous donnent peut-être des mauvaises astuces qui font que vous, involontairement de votre volonté, vous perdez des informations en allant tout simplement dans ce site ou soit en remplissant des formulaires qui ne sont pas légitimes, vu que vous n'êtes pas sur les bonnes plateformes prévues pour. Donc, pour ne citer que cela, vous voyez que les menaces aujourd'hui ont beaucoup, beaucoup évolué. Donc, que ce soit les rançongiciels en venant jusqu'aux logiciels malveillants, en passant par les menaces d'ingénierie sociale. Les menaces d'ingénierie sociale, c'est tout simplement les attaquants qui ne passent pas seulement par des outils, mais en étant intelligents. Ils se placent au milieu de vos transactions. Ils vous font croire qu'ils sont des personnes légitimes, peut-être vos collaborateurs légitimes et ils vous font faire fuir des informations. Vous leur communiquez des informations confidentielles ou bien vous leur communiquez des accès qui impliquent un peu d'autres menaces plus tard. Ils vous cryptent vos données, ils vendent des informations sur vous, ils vendent des informations à qui veulent mettre les moyens. Donc, voici un tas de menaces qui émergent aujourd'hui qui font que juste parler d'antivirus aujourd'hui, comme on l'a décrit, ne suffit plus pour se protéger. Maintenant, quelles sont les tendances à adopter pour mitiger ces menaces-là? Donc, pour mitiger ces menaces, sans rentrer dans les détails, nous avons tout le mois d'octobre pour parler de long en large de tous les sujets de la cybersécurité. Mais vous avez 6 grands axes à prendre en compte pour pallier à ces menaces émergentes que nous venons de voir. Donc, les mots qui vous font peur. Si aujourd'hui, vous mettez en avant l'IA et l'apprentissage automatique, vous allez vous munir de collaborateurs qui travaillent gratuitement. Si je dis gratuitement, qui travaillent 24 sur 24 avec vous pour étudier un peu comment est-ce que votre ordinateur ou bien vos appareils ont l'habitude de fonctionner. Comment est-ce que votre pack d'utilisateurs, ils sont sensibilisés. Donc, les IA aujourd'hui, bien sûr, étant l'une des menaces les plus importantes aujourd'hui parce que avec l'IA aujourd'hui, prenons par exemple ce que tout le monde connaît, ce qui est le plus répandu, ChatGPT. L'attaquant peut venir aujourd'hui. Il sait que les logiciels qu'il écrit pour pirater peut-être des informations ou pour peut-être verrouiller des appareils ont été déjà catalogués dans les bases de signature de beaucoup d'antivirus. L'attaquant vient, il prend ChatGPT et lui dit réécris ce code-là différemment, change la signature. Donc, le problème des antivirus aujourd'hui, c'est que tant que la signature ne correspond pas à ce qu'ils ont dans leur base, bon, ils supposent que pour le moment, ce n'est pas une menace connue. Donc, ils mettent un point d'interrogation du fait de ne pas mettre un point d'exclamation sur cette menace-là pour dire, bon, ça, c'est une menace. Le fait de dire, bon, est-ce que c'est une menace? L'antivirus qui se pose la question, est-ce que c'est une menace? Ça, c'est déjà une faille, une grande faille déjà dans votre pack informatique. Donc, le fait de se munir plutôt de ce qui peut vous nuire l'IA pour vous mettre à jour sur les informations de protection, c'est déjà l'une des tendances à améliorer. Donc, il faut que dans les entreprises, on adopte l'IA pour travailler. Donc, le deuxième axe, c'est déjà aujourd'hui, la protection ne suffit juste pas de dire on protège les appareils. La ressource primaire principale de toutes les entreprises aujourd'hui, c'est les données de ces entreprises-là. Si je vais peut-être chez un vendeur de pain avec peut-être des recettes à lui et que je vais chez lui, je dis, OK, tu as un ordinateur, moi, je vais te vendre peut-être un écran ou bien un sticker sur cet ordinateur-là. Je prends son ordinateur ce que le vendeur de pain là, il craint. Est-ce que c'est son ordinateur ou bien c'est peut-être la recette qu'il a à l'intérieur? La recette, c'est celle-là qui est le plus important pour lui parce que si la recette la fuite, il aura peut-être dans un espace de 2 mois 300 concurrents qui vont vendre la même chose que lui, ce qui faisait de lui son succès.
tu vois. Mais si peut-être je vole seulement l'ordinateur, il a perdu peut-être 200 000 en biens ou bien 1 million en biens matériels, mais ce n'est pas là la ressource primaire. Donc, il faut protéger, il faut mettre la donnée en axe principal de protection. Euh, bon, pour cet axe, nous allons en parler durant le mois d'octobre dans le prochain webinaire qui suit. Bon, le troisième axe, c'est il faut se mettre à jour sur les dernières architectures, les dernières solutions de confiance zéro. Quand on dit confiance zéro, c'est que on ne fait ni confiance à l'ordinateur, on ne fait ni confiance à la personne qui déroule l'ordinateur, on ne fait même ni confiance à la donnée qui veut être accédée. Si cette donnée veut être accédée, il faut que cette donnée prouve que la personne qui veut l'accéder a bien les droits sur cette donnée-là et la donnée même, elle est bien légitime. Donc, les architectures de confiance zéro, ça peut être des applications, ça peut être des logiciels, elles sont très importantes aujourd'hui. Et maintenant, la question à se poser, est-ce que les antivirus répondent à ces exigences d'architecture de confiance zéro? On verra ça dans les slides qui suivent. Donc, il faut se mettre à jour dans les normes de cybersécurité, dans les pratiques, dans les stratégies. Il faut que dans les corps de management, les corps de décision, au sein de différentes entreprises, il y a des gens du métier qui connaissent un peu c'est quoi les tendances de cybersécurité. Parce qu'au même moment que nous sommes en train de faire peut-être cette présentation, il y a d'autres menaces qui sont en train d'être créées peut-être en laboratoire quelque part. Donc, il faut des personnes du métier qui ont à cœur, peut-être qui ont pour vocation la cybersécurité pour aider un peu l'adoption à faire de la cyber-résilience un peu. Donc, la cyber-résilience, elle est très cruciale parce que sans la cyber-résilience, c'est le fait de se former en interne, d'avoir, d'incorporer dans le système de décision des entreprises, des personnes formées et en alerte sur toutes les menaces qui sont en train de naître et de sensibiliser un peu le parc des utilisateurs aux bonnes pratiques et perpétuellement. Donc, toutes ces solutions sont des tendances à adopter pour mitiger ces menaces en s'arrêtant peut-être à la surface. Donc, arrêtons-nous un instant sur les architectures de confiance zéro. Si on prend par notion ce que les architectures de confiance zéro veulent dire, selon ce que nous venons de décrire, est-ce que les antivirus répondent à à ces architectures de confiance zéro-là? Je ne pense pas. Parce qu'un antivirus, il voit déjà le logiciel qui vient. Si je compare avec ma base, est-ce que c'est conforme? Si c'est une nouvelle menace qui est créée, c'est pas dans sa base. Il dit, OK, point d'interrogation, est-ce que c'est une menace? Il se pose la question. Maintenant, il attend d'étudier le comportement. Si peut-être le comportement n'est pas un comportement classique d'un attaquant, puisque les menaces sont de plus en plus intelligentes, il va dire non, ce n'est pas une menace, je te laisse passer. Il va passer tous les canaux de protection qui sont prévus pour vous protéger. Donc, de par leur nature, les antivirus sont très insuffisants. Donc, dans ce cas, il y a une notion qui intervient. On parle maintenant des EDR. Donc, c'est quoi un EDR? L'EDR, c'est l'acronyme de Endpoint Detection and Response, découverte des appareils et réponse. Donc, ça a été utilisé la première fois en 2013 par un analyste de la société Gartner. Gartner, c'est un référentiel de solutions sur le marché. Donc, sûrement vous le connaissez déjà ou pas. Gartner, c'est un site qui référencie les sites qui font des solutions ou bien les grands éditeurs qui proposent des solutions et les comparent et les analyse. Donc, il dit, OK, sur telle période, celui-ci, il a fait des progrès, il aide beaucoup plus la population avec des solutions qui répondent à beaucoup plus de besoins. Donc, un analyste du Gartner a sorti le terme EDR pour la première fois en 2013. Donc, ça, c'est une définition brève de ce que c'est qu'un EDR. Donc, quelle est la différence entre l'antivirus et l'EDR? Vous avez vu ce que c'est qu'un antivirus. L'antivirus, c'est le logiciel qui vous protège. Donc, l'antivirus déclenche sa phase d'analyse au moment de la détonation du logiciel malveillant. Donc, quand peut-être le virus vient sur l'appareil, là, l'antivirus commence à travailler. Vous voyez. Donc, l'EDR s'appuie, lui, sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui lui donnent même la faculté d'être auto-apprenant et d'évoluer. Donc, aujourd'hui, sur une attaque s'est passée. L'antivirus, lui, il agit, il est actif. Et l'EDR, lui, sera proactif. L'EDR, il est très rancunier. Ce qui s'est passé il y a de cela 1 an dans un système, dans votre système plutôt à vous. L'EDR l'a gardé en mémoire et si la même chose veut se passer, l'EDR va le détecter. Donc, le plus souvent, l'antivirus utilise un registre contenant des souches connues de virus, la base, comme je le disais. Donc,
c'est comme une sorte de dictionnaire de logiciel malveillant. Donc, l'antivirus va chercher une correspondante entre l'empreinte informatique du fichier là et un peu comparer ça avec son registre, avec sa base. Donc, malheureusement, c'est ici que l'antivirus devient obsolète, puisque si le malware analysé est inconnu, il sera classé comme fichier légitime, ou peut-être va passer dans toutes les couches jusqu'à arriver à un moment où il sera placé comme fichier légitime, mais avec un point d'interrogation à la fin, c'est-à-dire lui-même n'est pas sûr. Donc, c'est dans ce domaine-là qu'interviennent les EDR. Donc, les EDR sont des solutions qui répondent à une architecture qu'on appelle les APT, Advanced Persistent Threat. Donc, ça veut dire que le plus souvent, c'est des logiciels qui sont là pour détecter en avance ce qui se passe et pour agir d'eux-mêmes avant de solliciter des actions humaines. Donc, je vais vous montrer un graphique de pourquoi faire plus confiance à un EDR aujourd'hui qu'à un antivirus. Donc, un EDR aujourd'hui, un antivirus, d'abord, il s'arrête à là. Il fait il identifie un peu la menace qui vient, il la compare à sa base de données et il protège la machine. Ça, c'est les meilleurs antivirus qui répondent à ces deux besoins-là. Les mauvais antivirus, même les meilleurs antivirus, ils s'arrêtent aux deux éléments-ci. Donc, ils identifient la menace, ils vous protègent. Ils identifient la menace, ils vous protègent. Maintenant, les EDR, ils vont au-delà de ça. Donc, ils identifient la menace, ils vous protègent, bien sûr. Maintenant, ils détectent, est-ce que dans le réseau, est-ce que sur la machine, il y a ce fichier que je viens de voir là, qui était là avant? S'il n'y a pas le fichier là qui était là avant, est-ce que dans les postes voisins, est-ce qu'il y a ce fichier? Est-ce qu'il y a cette menace-là? Et lui-même, il répond. Il répond comment? Il a des logiciels ou bien il a des solutions imbriquées qui lui permettent de dire OK, je bloque cette solution, je ferme le réseau, je ferme ce canal qu'ils ont utilisé. Si c'est un port réseau qu'ils ont utilisé, je préviens, je ferme ce port temporairement. Et vous aide à retrouver les systèmes qui ont été paralysés par cette menace-là identifiée, mitigée. Donc, le DR va au-delà du fonctionnement classique d'un antivirus. Maintenant, quand on parle de DR, il ne s'agit pas simplement d'un terme isolé. Vous êtes seulement peut-être au courant des termes avancés autres que le EDR. EDR, ça veut dire le Endpoint Detection and Response. Il y a d'autres termes qui vous parlent plus. Il y a peut-être les XDR, qui veut dire Extended Detection and Response. Il y a d'autres termes, les MDR, Managed Detection and Response. Pourquoi tous ces termes-là? Et quelle est la nuance entre tous ces termes? Le DR aujourd'hui, c'est ce que nous venons de décrire. Ils font de l'identification, de la protection, de la détection, de la réponse et de la restauration des informations protégées. Donc, le DR, c'est un logiciel qui dépasse l'antivirus. Si on doit catégoriser l'antivirus, il est un peu à l'intérieur ici. Donc, le DR, il protège le poste ou bien la machine ou bien l'utilisateur sur lequel vous l'avez déployé. Ça, c'est le comportement d'un EDR. Si au lieu de l'antivirus qui fait de l'identification et de la détection et de la protection plutôt, l'EDR, lui, il fait toutes ces étapes-là sur la machine ou peut-être sur la machine de l'utilisateur protégé. Maintenant, XDR, ça veut dire Extended Detection and Response. Le XDR, lui, il étend un peu son périmètre d'action au réseau de la machine là. La machine, on dit que je viens de détecter une menace. Maintenant, le XDR va voir dans le réseau, ça provient d'où? La menace provient d'où? Est-ce qu'il est passé par où matin? Le réseau est à risque. J'investigue le réseau. J'investigue un peu les ordinateurs à côté de moi. Même si je ne fouille pas à fond, je vois un peu les pistes d'attaque classiques. Est-ce qu'ils peuvent m'attaquer en passant par les ordinateurs à côté? Est-ce qu'ils peuvent m'attaquer en passant par mes pare-feux? Donc, c'est ce que fait un XDR. Et quand vous combinez un XDR avec vos systèmes classiques de gestion des événements, les SIEM, les logiciels d'automatisation et d'orchestration des réponses aux problèmes, les SOAR, vous combinez ça avec vos analyses différentes de sécurité qui existent dans vos entreprises, avec vos différentes procédures de sécurité. Quand vous mettez tout cela ensemble, c'est ce qu'on appelle le MDR, la détection et la réponse gérée, managée. Donc, le système est pleinement prise en main par le client. Ce n'est plus un éditeur qui fait peut-être la gestion de vos menaces, qui vous alerte, qui vous donne des notifications. Mais du moment où peut-être vous prenez le DR ou le XDR et que vous avez des analyses de sécurité en interne, vous appliquez les procédures de sécurité, vous vous mettez en conformité sur les normes, les réglementations,
Là, vous êtes dans un scénario MDR. Et il y a plein de logiciels qui offrent plutôt des solutions MDR, c'est-à-dire ils ont eux-mêmes des réseaux d'experts, des bibliothèques de référentiels, de procédures en termes de cybersécurité qui existent pour déjà vous soulager d'une tâche majeure parce qu'aujourd'hui, la cybersécurité, c'est comme un domaine à part entière. Si on peut ouvrir un département aujourd'hui de cybersécurité, c'est une recommandation majeure parce que elle aura sa place, toute sa place. Ils vont venir jusqu'à la fin de l'année, ils auront peut-être à faire beaucoup plus d'activités qu'un autre secteur d'activité de l'entreprise. Donc, ça, c'est un peu une notion, une petite parenthèse pour aller plus en détail sur les notions de détection, les solutions de protection d'appareils, les endpoints, comme on essaie de les résumer dans le langage courant. Maintenant, sachant tous ces termes, où est-ce qu'on doit aller pour aller découvrir les solutions EDR? Donc, bien sûr, je parlais du référentiel Gartner. Gartner, c'est le meilleur référentiel aujourd'hui sur le marché pour savoir où aller en termes de choix d'éditeur ou bien de choix de solution. Et Gartner a mis à jour sa liste de référentiels dans le domaine de la protection des appareils récemment. Le dernier rapport date de juillet 2024. Donc, et selon le dernier rapport, nous avons dans la liste des leaders Microsoft et l'éditeur CrowdStrike qui sont toujours en piste. Donc, CrowdStrike, jusqu'à récemment, avait une large marge de manœuvre comparée à Microsoft, qui est le leader, mais qui est le challenger direct de CrowdStrike. Donc, à côté, vous avez des SentinelOne, vous avez des Palo Alto, Trend Micro, Sophos, des solutions que peut-être vous connaissez bien, qui vendent aussi des antivirus. Donc, la différence, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des solutions à part entière qui vous protègent mieux que des antivirus. Donc, les challengers, vous avez aujourd'hui i7, qui est l'une des solutions qui sont vraiment en train de faire de bonnes choses, de créer de meilleures solutions, de bonnes solutions. Et très bientôt, je suis sûr qu'ils passeront du côté des leaders. Donc, vous avez également des solutions historiques que vous connaissez des Forti, qui sont aussi dans le domaine de la protection des appareils. Donc, Fortinet a sa solution de endpoint protection. Cisco a a sa solution de protection d'appareils. Broadcom, c'est la nouvelle entreprise qui a acquis la solution Symantec. Donc, si on doit faire un point sur les leaders, surtout dans notre sous-région, c'est ces solutions-là que vous voyez là actuellement présentes. Donc, la solution que Microsoft met en avant pour être considéré comme l'un des leaders du marché, c'est Microsoft Defender for Endpoint. Donc, nous avons eu à lancer des séries de webinaires sur le sujet, mais nous prévoyons bien sûr d'autres séries de webinaires sur le Microsoft Defender for Endpoint dans ce mois-ci, oui. Et nous en aurons sûrement d'autres pour en parler de long en large. Donc, le concurrent direct de Microsoft Defender for Endpoint, c'est CrowdStrike, le Falcon Platform. Donc, le Falcon Platform, c'est lui le leader aujourd'hui de la protection, de la détection et la réponse aux menaces aujourd'hui. Donc, vous avez Symantec Advanced Protection pour vous protéger. Vous avez des solutions comme i7 Protect et Protect. Vous avez les Kaspersky Microsoft Defender et 7 Kaspersky qui sont les plus répandus dans nos sous-régions aujourd'hui. Donc, vous voyez que la liste de solutions de sécurité que nous mettons en avant s'est réduite considérablement. Donc, vous ne voyez plus là du McAfee, vous ne voyez plus là du Total AV, vous ne voyez plus etc. Donc, la liste est restreinte parce que le domaine de l'EDS est un domaine qui nécessite beaucoup d'expertise et il faut un réseau de cyber-experts qui vous accompagne en tant qu'éditeur ou en tant que partenaire pour vous permettre de bénéficier des meilleurs nombres de protection aujourd'hui. Donc, nous voyons toutes ces solutions-là. Donc, la question du webinaire, le thème, c'est antivirus obsolète ou pas. Donc, à la question des antivirus obsolètes, la réponse, c'est oui. Les antivirus sont insuffisants pour répondre aux menaces actuelles. Donc, la réponse est oui, les antivirus sont insuffisants, bien sûr, mais c'est pas vraiment un oui catégorique, parce que non,
Les antivirus sont bien sûr insuffisants, mais c'est toujours nécessaire parce que les anciennes menaces n'ont pas disparu. Vous avez vu que les ransomware sont des menaces qui existent depuis lors et sont toujours les menaces qui nous guettent le plus souvent. Donc, c'est très juste d'évaluer un peu ces risques-là, de ne pas faire entrer sur les antivirus parce que les EDR, c'est juste des ajouts, des extensions de protection de fonctionnalités additionnelles aux antivirus. Les antivirus sont là pour comparer les bases de menaces avec les menaces existantes ou bien comparer les comportements des logiciels là. Les EDR font bien ça, mais vont au-delà de ces solutions. Donc, on ne peut pas dire que les antivirus ne sont pas indispensables. Elles sont indispensables. Mais si l'EDR que vous allez choisir fait de l'antivirus plus, c'est encore mieux. Donc, il faut juste faire le bon sens de ces deux solutions-là pour tirer le meilleur parti de l'antivirus à utiliser. Donc, comment s'adapter? La littérature, elle est bien, mais l'appliquer est autre chose. Donc, la licence, parlons licencié. Aujourd'hui, pour adopter le leader qui est Microsoft Defender for Endpoint, il existe sous différentes gammes. Donc, il y a des plans Microsoft Defender for Endpoint. Le plan 1 qu'on conçoit des solutions de réduction de la surface d'attaque. La réduction de la surface d'attaque, c'est des agents qui sont là, qui étudient un peu les, les sources de menaces, où est-ce que les menaces peuvent passer. Par exemple, si vous n'avez pas bloqué sur votre ordinateur ou dans votre réseau les calls API des modules Office, par exemple. Si vous n'avez pas bloqué le pare-feu pour des ports spécifiques. Si vous n'avez pas peut-être bloqué l'insertion des clés USB. Ça, ce sont les surfaces d'attaque par où les attaques peuvent passer. Donc, le module de protection de la réduction de la surface d'attaque, elle est comprise à partir du plan 1. Vous avez des modules de gestion de la protection et de génération de la protection avancée qui sont disponibles à partir du plan 1. Vous avez une interface de gestion centralisée et vous avez des intégrations avec vos différentes sources de données. Donc aujourd'hui, vous pouvez protéger du Windows, du Mac, du Android, du iOS avec du Microsoft Defender for Endpoint. Mais pour ce qui est des solutions Linux, Microsoft 365, Microsoft Defender for Endpoint n'est pas encore la solution idéal pour protéger les workstations, les postes de travail Linux. Mais pour la protection des serveurs Linux, les licences Defender correspondent parfaitement pour la protection des telles identités, des thèmes systèmes d'exploitation. Et donc, pour les clients historiques qui ont déjà des licences Microsoft 365 E3, il faut savoir que vous avez déjà la licence Defender for Endpoint à l'intérieur. Vous pouvez faire un premier niveau de DR avec la licence E3 que vous avez. Ou soit si vous avez la licence E5, ça veut dire que vous avez toute la licence Microsoft Defender for Endpoint, le plan 2, qui est incluse dans votre licence Microsoft 365 E5. Donc, en plus des solutions que je viens de vous montrer, vous avez toute la gamme avancée de protection antivirus, la gestion des vulnérabilités, des menaces. Vous avez l'EDR, proprement dit, la détection et la réponse aux menaces. Vous avez l'auto-investigation. Et vous avez un réseau d'experts qui sont là, qui étudient un peu la plateforme, parce que Microsoft, il est mondial. C'est lui qui comprend le plus de catalogues de clients. Donc, leurs experts étudient beaucoup plus de cas et ont répondu et continuent de répondre à un grand nombre de menaces qui existent. Et l'avantage d'un réseau XDR, d'un réseau EDR, c'est que quand la menace est détectée ailleurs, je n'ai pas forcément besoin d'attendre que la menace vienne chez moi avant que je sois protégé. Donc, du moment où les experts les détectent, ils mettent à jour les normes de sécurité, les recommandations, on applique ou soit c'est appliqué automatiquement selon le domaine de licence. Et à côté, pour ceux qui ont des licences Kaspersky, peut-être des Kaspersky Endpoint Security, des Home Security, des licences individuelles, des antivirus, on va dire classiquement, vous avez les gammes de sécurité, les gammes de licences EDR que Kaspersky met en avant. Donc, vous avez des solutions que Kaspersky appelle Kaspersky la gamme Nest, les Nest EDR. Donc, nous avons bien sûr mis en évidence la gamme la plus complète possible sur le marché, le XDR Expert. Donc, vous voyez bien que c'est un XDR. Donc, ça ne fait pas juste que de l'EDR, mais ça étend la protection au réseau, aux imprimantes, aux appareils à côté. Microsoft Defender également, c'est un XDR, mais avec sa solution de disponibilité du réseau d'experts, ça en fait un MDR
Donc, Carmel, il semble que vous m'avez perdu une minute. Oh, oui, oui, on t'a perdu, effectivement. OK. Euh, J'espère que vous me suiviez jusqu'à la slide de Kaspersky, j'espère. OK, je Oui, oui, recule tu peux donc par... continuer. Ouais, ouais. OK. Donc, je disais que nous avions également la gamme de protection des produits 17. 17 qui est également un leader du marché actuellement, qui est en train de faire de l'excellent travail. Donc, je rappelle que les solutions que je suis en train de citer, que ce soit les solutions Microsoft 300 et Defender, les solutions Kaspersky Nest, les solutions i7, ST Digital, nous sommes déjà des partenaires agréés de ces solutions, de ces éditeurs-là. Et nous avons déjà un contact établi avec le réseau d'experts de ces éditeurs-là. Nous nous formons régulièrement et nous sommes aptes à vous accompagner dans les transitions, dans le choix de ces équipements-là. Donc, que ce soit vos différents packs diversifiés, vous avez peut-être des licences de départ de ces solutions. i7, que ce soit Kaspersky, que ce soit McAfee, que ce soit d'autres solutions, on peut vous aider à faire les transitions vers ces nouvelles solutions-là aujourd'hui, qui sont les leaders du marché en termes de protection d'actifs, en termes de protection de ressources. Donc, ça, c'était pour prendre de l'avance sur comment est-ce que Digital peut vous protéger. Donc, bien sûr, nous pouvons vous fournir les licences adéquates, mais bien sûr, on peut vous accompagner dans les formations des ateliers d'adoption en interne, convaincre votre corps de décisionnel pour peut-être, vous avez peut-être commencé des combats de cybersécurité en interne. Donc, vous avez peut-être déjà commencé vous avez peut-être commencé à vouloir changer les anciens antivirus par les nouvelles gammes de protection. Donc, nous sommes là pour vous accompagner, vous faire des petites sessions d'atelier one-to-one ou à plusieurs si vous désirez. On vous conseille, etc., pour vous aider à faire les transitions dans les meilleures conditions. Donc, pour nous contacter, le canal est classique, je dirais. Donc, c'est info@st digital. Mais avant tout cela, je vous inviterai à poser vos questions si vous en avez. Carmel? Oui, Jean-Paul, merci beaucoup pour ta présentation qui était super riche et super intéressante. En tout cas, de là où je suis, je pense que ça a intéressé aussi bien plus de personnes que moi. Donc, je pense que tu as apporté des réponses assez claires à la question qui a été posée à l'entame de ce webinaire, qui était celle de savoir les antivirus, est-ce qu'aujourd'hui ils sont obsolètes ou indispensables? Je pense qu'à cette question, tu as apporté une réponse négative, qu'il faut bien plus qu'un antivirus pour protéger les postes de travail. D'accord, une solution endpoint est recommandée. Tu as parlé de plusieurs marques. Donc, avant de donner la parole aux personnes qui souhaitent te poser des questions, j'aimerais également rappeler que SC Digital est, vous l'avez remarqué durant la présentation, est également engagé dans le bien-être et la santé. Donc, en ce mois d'octobre rose, nous dédions également une part de notre communication à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein. Donc, durant toute la présentation de Jean-Paul, vous avez pu voir un rappel à cette cause qui nous tient également à cœur. Donc, au-delà de protéger vos infrastructures, nous pensons également qu'il est important de protéger ce qui compte le plus, vous, la santé des uns et des autres. Donc, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit écrire votre question dans le chat et on se fera un grand plaisir d'y apporter des réponses. Je ne sais pas si on m'entendait. Vous m'entendez? Non. Oui, Carmel, on t'entendait très bien. Ah, d'accord. Oh, super. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Donc, on a une question de... Allez.
On a une question de Monsieur Abdias. Est-il utile d'acquérir un antivirus sur Windows quand on a déjà Windows Defender? Ok, donc merci quand même pour la question, Monsieur Alias. Est-il utile d'acquérir un antivirus sur Windows quand on a déjà Windows Defender? La réponse c'est, je vais dire oui, parce que Windows Defender, c'est un antivirus aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, un antivirus ne suffit pas. On vient de le parcourir un peu dans les différents slides. Donc, même si vous voulez peut-être acquérir un antivirus autre que Windows Defender, je dirais que non, que l'utilité n'est pas vraiment... euh, ça dépend de l'environnement dans lequel vous êtes. Donc, ça dépend du niveau de protection que vous désirez. Le Windows Defender a été pensé pour protéger les usages personnels. Ouais. Le Windows Defender sur les Windows 10, les Windows 11 Pro a été pensé pour protéger les usages personnels. Et là, la solution adaptée pour protéger les entreprises, c'est la solution de Microsoft Defender for Enterprise, for Endpoint plutôt, pour les entreprises ou bien les solutions, les entreprises, les PME ou bien les grosses entreprises. Donc, si vous voulez peut-être aller vers d'autres solutions antivirus, je dirais que les seuls peut-être qui ont du poids sur le Windows Defender aujourd'hui, c'est parce que peut-être ils font de la notification, ils ont des interfaces autres que ce que vous connaissez classiquement pour le Windows Security. C'est peut-être ça qui joue un peu sur la notoriété de Windows Defender, le fait de ne pas avoir une autre interface alternative qui montre un peu les notifications, les rapports, les configurations que vous pouviez y apporter. Donc, vous avez peut-être du Kaspersky. Vous pouvez aujourd'hui décider d'adopter du Kaspersky. Mais nous n'allons pas vous recommander peut-être de prendre un antivirus sur du Windows Defender. Nous allons plutôt vous recommander de prendre un EDR sur le Windows Defender. Ça peut être le Microsoft Defender for Endpoint. C'est ces solutions-là que nous allons vous recommander parce que la compatibilité déjà avec vos systèmes d'exploitation, elle est large. C'est la solution de Microsoft. Mais si vous avez peut-être des affinités avec Kaspersky, avec i7, avec peut-être Crosstrack, ça dépend de votre position géographique, de Trend Micro, le choix vous est disponible. Toutes ces solutions-là sont de l'excellent travail. Donc, on va juste vous inviter peut-être à toujours faire référence peut-être à Gartner, au diagramme de Gartner dans le choix peut-être de l'éditeur auquel vous allez accorder votre confiance. Alors, Super, super Jean-Paul pour ta réponse. Je pense que Monsieur Abdias est satisfait de la réponse que tu as apportée à sa préoccupation. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait des préoccupations ou des zones d'ombre qu'il n'aurait pas compris durant la présentation de Jean-Paul? Vous pouvez lever la main hein, pour demander la parole et on ouvrira le micro pour que vous posiez votre question. Alors, on a une question sur les coûts d'une telle protection. Jean-Paul, est-ce que tu as une idée des coûts? On a une question dans le chat de Monsieur Alain. OK. Donc, quels sont les coûts d'une telle protection? Ça, c'est une question qui dépend un peu du besoin de protection que vous désirez. Donc, si vous voulez peut-être passer de l'antivirus à l'EDR ou bien de l'EDR directement au XDR, à la protection étendue, le Extended Detection and Response, toutes ces solutions ont des coûts qui sont incrémentiels. Donc, je vais peut-être vous inviter peut-être à prendre contact ou bien notre corps de commercial va prendre contact avec vous pour discuter des coûts. Mais bien sûr, ce sera basé un peu sur les niveaux de protection désirés. Donc, nous supposons que tout le monde désire les niveaux de, super, de protection complète. Mais ça dépendra maintenant de vos exigences en interne, de comment vous êtes prêt à y aller, parce que là, c'est des sauts qu'il faut faire. Il faut savoir maintenant préparer le saut. Donc, c'est un peu comment je vois comment répondre à cette question. C'est bon, Monsieur Alain Nico. Les différentes licences ont des coûts qui leur sont propres. Donc,
on va peut-être s'approcher de vous, savoir un peu quels sont vos besoins, quelles solutions vous êtes le plus compatibles ou bien qui va le plus vous répondre dans votre cas particulier. Ok, super Jean-Paul. Monsieur Verdun, ou madame, je peux me tromper, avait la main levée. Est-ce que vous pouvez prendre la parole pour poser votre question? Allô, monsieur Verdun, madame. Ok, s'il n'y a plus de questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre disponibilité à participer à ce webinaire qui marque le début de notre mois sur la cybersécurité. Allô, Donc, la allô, semaine. Carmel. Oui, dis-moi. Je pense qu'on a une autre Ah, question dans le chat. ah oui, oui. Si malgré Endpoint, on subit une attaque sérieuse, y a-t-il une quelconque responsabilité de l'éditeur? OK, c'est une excellente question, Monsieur Alanico. Donc là, accordez-moi un instant, je vais revenir sur cette slide-là. Allô? OK, Bonsoir, monsieur. donc, Oui, oui, allô? Carmel. Non, c'est pas moi qui parle. Oui, vous pouvez. Oui, Allez-y. Oui, j'essaye d'écrire un message, mais je ne vois pas le... Bon, je vais intervenir directement. OK. Moi, c'est Abdoulaye Abdourahman, responsable sécurité et système d'information sur le coton. OK, monsieur. chantais. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt le webinaire. Hmm. Le webinaire nous a très intéressés et nous vous félicitons par rapport à ça. Merci, monsieur. OK. Donc, justement, ce webinaire, pour nous, ça vient à point nommé. Parce que nous sommes en train de vouloir acquérir cette solution. Donc, à travers la littérature, toute la littérature que nous avons faite, nous avons remarqué que avec notre environnement Microsoft, Windows, et ce TDR est le mieux parmi tant d'autres. Donc, OK. et nous l'avons donc retenu. Justement, je viens de terminer les TDR et ça nous a très intéressés. Voilà. Donc, ma question, c'est par rapport à lorsqu'on acquiert la licence Microsoft Defender for Endpoint Plan 2. La licence est pour 1 an, si on prend pour 1 an, et l'année suivante, l'année d'après, est-ce que c'est les mêmes conditions, les mêmes offres, les mêmes prix, ou alors il y a une certaine différence par rapport à la première année? Voilà un peu ma OK, question. OK. Donc, merci, Monsieur Abdoulaye, pour votre question. OK, donc je suppose, dans votre cas, vous avez la licence Microsoft Defender for Endpoint, le plan 2. Donc, c'est une licence annuelle. Donc, tout comme les licences Microsoft 365, c'est une licence qui va avec l'utilisateur. Donc, l'acquisition se fait par renouvellement annuel et selon les conditions de Microsoft. Donc, le prix pourrait être amené à évoluer, mais ce ne sera pas fait sans votre consentement ou bien vous serez toujours notifié des fluctuations de votre contrat. Parce que je suppose que l'acquisition, vous le faites selon un contrat de partenariat avec peut-être un partenaire comme ST Digital. Donc, nous, en tant que partenaire, nous avons l'engagement ou bien l'obligation de vous maintenir au courant des fluctuations de coûts dans les différentes années qui évoluent. Mais le coût ou bien les fonctionnalités
en renouvellement, vous n'avez pas redéployé ou bien vous n'allez pas y affecter des coûts de redéploiement. Donc, vous avez juste à renouveler les licences, à peut-être suivre peut-être les décisions de cours, mais qui ne sont jamais vraiment des augmentations, je vais dire, qui dépassent même, je me prononce peut-être 10% en maximum de la licence idéale initiale. Donc, juste pour être bref, la licence, elle est annuelle. Vous allez avoir la renouveler chaque année. Mais une fois que vous déployez la première année, à moins qu'il y ait une fonctionnalité que vous n'aviez pas initialement déployée, vous n'aurez rien d'autre à faire techniquement pour bénéficier de la solution, à part les renouvellements commerciaux. OK. Justement, bon, nous, on n'a pas encore acquis la solution. On est en OK. voie d'acquisition et nous avons opté pour le plan 2. OK. Bon, C'est le meilleur choix. Voilà, j'ai vu dans la littérature, je pense, c'est $5 par licence et par mois, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si j'ai bien vu. Je ne sais pas si vous pouvez me confirmer au niveau des licences. Oui, c'est bien le prix qui est public. Ça, c'est le prix public, ça. Oui, Voilà, l'information est exacte. oui, parce que j'avais vu pour plan 1, c'est 2 $, je pense bien. Plan 2, c'est $5. Donc, Voilà. je rappelle bien sûr que les prix, les licences sont basées par utilisateur et par mois. Par Donc, utilisateur. oui. Voilà, justement. Donc, on n'a pas encore acquis, on est en voie d'acquisition. Donc, c'est vrai que nous, à la Soda Coton, c'est toujours à travers des partenaires. Nous ne traitons pas directement avec on passe toujours par les partenaires et sous forme de marchés. Donc, nous lançons des marchés et les partenaires, les fournisseurs soumissionnent. Donc, celui qui aura gagné, attribué, va donc exécuter. Donc, là, c'est l'acquisition et le déploiement. Et tout ce qui est en termes de formation, support également. Voilà. Donc, Ok. c'est en voie d'acquisition. Et je crois que vous avez quand même répondu à ma question. Parce que vous Ok, avez dit merci. au trop, c'est 10% de majoration. Super. Merci beaucoup, Si Monsieur Abdoulaye, pour ce retour, pour ce partage d'expérience, de ce que vous êtes en train de faire à l'assaut des cotons. ouais. Ça permet également à d'autres clients qui sont dans la même problématique que vous, de pouvoir un peu voir un peu ce que les pairs Ouais. dans le Et métier font. nous avons aussi eu à faire le benchmarking dans vos services à Yaoundé, au data center. Dernièrement, OK. là, ça doit être au mois de... Enfin, c'était en octobre ou novembre, quelque chose comme ça. On était passé OK. à... Oui, on a essayé de... On a vu vos infrastructures. Super. On avait beaucoup apprécié, voilà. C'est ça. Super, super, Monsieur Abdoulaye. Donc, un commercial reviendra vers vous pour prendre vraiment, pour échanger avec vous autour de ce que vous essayez de faire, un commercial Ouais, et un consultant, pour que ouais, vous encadre bien votre besoin et que ça. votre implémentation soit une réussite. Donc, on avait la question de Monsieur Alain Minko qui demandait, en cas d'attaque, est-ce que l'éditeur a une quelconque responsabilité? OK, OK. Merci Carmel pour le rappel. Donc, à la question de Monsieur Alain, en cas d'attaque, est-ce que l'éditeur a une quelconque responsabilité? Donc, je répondrai ceci. L'outil, l'EDS, c'est un outil. Donc, vous aviez un antivirus. Si vous êtes attaqué,
peut-être vous allez vous plaindre sur l'antivirus, mais il est important de voir un peu sur les événements de cet outil-là, sur ce qu'il a détecté ou pas. Et si vous vous rendez compte que, OK, il n'a pas fait ce qu'il avait promis faire, parce qu'aujourd'hui, tout ne sera pas de la responsabilité de l'outil, parce que les techniques sont de plus en plus intelligentes. Bien sûr, les techniques de piratage, les techniques d'attaque de cybercriminels sont de plus en plus évoluées, de plus en plus construites. Et avec l'ajout des intelligences artificielles, les intelligences artificielles sont bien sûr positives, mais l'outil est toujours bien, mais c'est l'utilisateur qui en fait un mauvais usage. Donc, ils utilisent l'IA pour améliorer leur attaque. Donc, si vous, malgré tous ces outils, vous êtes attaqué, il est essentiel de consulter un peu l'historique de détection de ces agents-là et voir un peu où est-ce que l'erreur s'est passée. Maintenant, ce que je dirais dans ce cas spécifique, c'est que l'EDR, contrairement à l'antivirus, ne va pas se contenter d'observer. Donc, une fois qu'il détecte qu'une menace commence à arriver, il fait de l'identification, il vous protège d'abord, il détecte un peu par où l'attaque est passée. Donc, il fait une carte des chemins de cette attaque-là. S'il est passé par 10 000 appareils avant d'arriver au vôtre, il va faire le chemin, là, va tracer ça et il va vous déclencher des séries d'événements pour un peu alerter votre corps d'analyse de cybersécurité. C'est pour cela, malgré les outils, il est très important de se constituer peut-être un SOC ou bien peut-être tout simplement un environnement MDR où vous gérez vous-même votre posture de sécurité. Genre, vous avez des analystes qui se forment pour pouvoir mitiger un peu les menaces mitigées déjà par les agents EDR ou les agents XDR. Donc, l'attaque peut être de la responsabilité de l'éditeur quand vous vous rendez compte dans ce cas que ce qu'il avait promis protéger de manière basique est passé entre les mailles du filet, ce qui arrive très rarement. Mais ce qui est des nouvelles menaces qui interviennent, elles sont pratiquement mitigées par les agents les plus révolutionnaires de tout. En tout cas, les Microsoft Defender for Endpoint, les CrowdStrike, les E-Sets, les Kaspersky, c'est des agents qui se mettent à jour continuellement vu le réseau étendu parce que quand une menace a été détectée ailleurs, elle est mise à jour automatiquement pour tout le monde et vous protégez automatiquement l'intelligence artificielle à l'intérieur de ces agents-là. Elle est très sophistiquée pour vous protéger. Mais en cas d'attaque, parce que ça arrive toujours, ça peut arriver, il faut savoir comment se débrouiller pour analyser un peu la provenance de l'attaque ou bien la destination de l'attaque, si vous êtes peut-être un canal, si ça passe peut-être par vous pour attaquer une autre personne. Donc, il faut avoir une équipe d'analyse cybersécurité en interne et avoir les bonnes procédures pour les mitiger. Donc, à terme, le but, c'est d'aller vers un environnement MDR pour tout le monde, mais le début, ce sera bien sûr d'avoir un EDR ou un XDR souhaitable. Est-ce que M. Alain Ko, ça répond à votre préoccupation? Super. Est-ce que d'autres personnes ont des préoccupations dans le webinaire? Des questions? Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Un grand merci à tous pour votre participation et merci beaucoup, Jean-Paul, pour tous tes éclaircissements que tu as apportés autour de ce sujet de la protection des postes de travail avec des solutions endpoint. Donc, je vous invite pour nos prochains webinaires la semaine prochaine autour toujours de la thématique de la cybersécurité. Nous espérons vous revoir à ce prochain rendez-vous de vendredi, 16h heure du Cameroun, 15h heure d'Afrique de l'Ouest. Et je vous souhaite un très bon week-end et bon mois d'octobre rose. Merci beaucoup à tous. Un excellent week-end à tous.